On est passé pour des gens qui avons des idées un peu farfelues. Et puis la question de la biodiversité fait que notre manière de concevoir et de comprendre la viticulture, elle est de mieux en mieux comprise. Ici, le loup est le prince de la biodiversité. Si on se bat pour la biodiversité, c'est aussi pour préserver tout un éventail de saveurs uniques. Je m'appelle Pierre Girard. Je suis journaliste scientifique et je vis entre Paris et Berlin. En parcourant l'Europe, j'ai fait ce constat. Partout, la façon dont nous produisons nos aliments a un impact déterminant sur l'environnement. Un quart des émissions de gaz à effet de serre provient de l'agriculture. Et chaque année, à l'échelle de la planète, nous perdons 24 milliards de tonnes de terres arables. Pourtant, la solution à bon nombre de problèmes est bien là, sous nos pieds. La terre. C'est elle qui nous donne de quoi manger, nous habiller et bien plus encore. En un mot, la terre nous fait vivre. Si nous ne prenons pas soin de nos sols, il y aura toujours plus de sécheresse et d'inondations. Il est grand temps de leur accorder toute l'attention qu'ils méritent. Ce n'est pas pour rien que notre planète s'appelle la Terre. Je suis allé à la rencontre d'agriculteurs et d'agricultrices engagés qui ont fait du sauvetage des sols leur priorité et qui déploient des méthodes bien concrètes pour s'attaquer aux problèmes environnementaux par la racine. Environ 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction. Et il ne s'agit pas uniquement de faune et de flore sauvages. La FAO elle-même tire la sonnette d'alarme. Les 3/4 des variétés de plantes cultivées ont disparu au cours du XXe siècle. Et le phénomène s'accélère. Notre nourriture s'appauvrit, les plantes que nous consommons sont de plus en plus vulnérables face au dérèglement climatique, aux parasites, aux maladies, et l'agriculture contribue fortement au recul des espèces. Mais est-ce inévitable ? Dans cet épisode, je vais à la rencontre de 2 agriculteurs qui s'engagent pour préserver la biodiversité. Ici en Alsace, nous suivrons Mathieu, qui va à l'encontre des normes de l'association locale de viticulteurs, en faisant pousser pêle-mêle des cépages divers et variés. Nous irons aussi au sud de l'Italie, chez Mario. Son exploitation se trouve dans le Cilento, au cœur de l'un des plus grands parcs nationaux du pays. Il se bat pour la survie des animaux et des plantes sauvages, qu'il considère comme ses alliés. Ils font partie intégrante de sa méthode de culture et ils assurent à ses produits un goût exceptionnel. Je m'appelle Mario Di Bartolomeo et j'ai bien roulé ma bosse. Je suis allé jusqu'à New York, mais ensuite je me suis senti rappelé en Italie. Une sorte d'appel identitaire et spirituel. Alors je suis rentré et je me suis lancé dans l'agriculture. Nous élevons des chèvres, des moutons et des vaches. Nous produisons des fromages naturels avec les sentinelles Slow Food, de l'huile d'olive extra vierge et des céréales régionales grâce à la biodiversité incroyable qu'il y a dans le Cilento. Nous nous battons pour tout ça, pour notre identité et pour un monde plus durable et plus juste. Mario est convaincu que pour cela, il faut commencer par apprendre à respecter la nature et à la comprendre. Dis donc, moto et nature, c'est pas un peu contradictoire ? J'avoue que ce serait mieux de venir à vélo ou à pied. Regarde, il y a des empreintes de loup. Là, ici. Et là. Il y a un loup par ici ? Oui, oui. Avec ses empreintes, pas de doute. Il est passé par ici et a marqué son territoire. Apparemment, il y a un loup dans le coin. Quand je viens ici, je suis souvent la piste des loups. Ce sont des animaux fascinants, mystérieux. Mais il tue tes bêtes. C'est un effet collatéral. Le loup est un élément constitutif de la nature depuis toujours.
C'est nous qui avons envahi son territoire, pas l'inverse. Être éleveur ne m'empêche pas d'aimer les loups. Je ne veux tomber dans aucun extrême, mais plutôt trouver un bon compromis. La priorité, c'est de respecter le loup et la nature. Tous les agriculteurs que je connais sont contre les loups. Ceux qui connaissent vraiment la nature et qui l'aiment savent que le loup joue un rôle fondamental pour la biodiversité. La diversité du vivant est importante pour ma ferme, pour mes affaires, mais aussi pour la planète. Nous en avons besoin pour préserver les cultures. La diversité, on la voit aussi parmi les animaux de Mario. Voilà ces chèvres. Les noirs sont sauvages. C'est une espèce autochtone, la Cilentana nera, très difficile à élever. Une race du Cilento? Oui, Wow. on a une soixantaine de vaches. Elles ont tout en commun de donner peu de lait. Il y a plusieurs races, la Jersey, la Pezzata Rossa, et quelques-unes qui sont croisées avec la Podolica, comme celle-là. Et il y en a une autre blanche. La petite quantité de lait qu'elles produisent est compensée par sa qualité supérieure. Ce sont des races rustiques? Oui, la Jersey surtout. Son lait est très gras, proche de celui de la bufflonne. Pour l'instant, on n'a pas de Podolique pure race, que des hybrides. Mais on va augmenter notre cheptel et investir dans la Podolica, comme on l'a fait pour les chèvres avec la Cilentana nera que tu as vue. C'est important pour tes fromages que les vaches soient de plusieurs races différentes? Bien sûr, c'est un facteur de biodiversité, ça aussi. Il y a une race qui donne plus de protéines, une autre plus de gras, une autre un meilleur arôme au lait. Bref, c'est le mélange de tout ça qui donne un lait exceptionnel. La biodiversité et le microclimat de la région sont uniques et donnent un excellent fourrage. Ça se ressent dans le lait et donc aussi dans le fromage. C'est ce qui fait la particularité de notre produit. L'Union européenne encourage la biodiversité. Depuis 2015, les exploitations agricoles doivent consacrer 5% de leurs terres arables à des SIE, c'est-à-dire des surfaces d'intérêt écologique, avec des arbres, des haies, des terres en jachère, des plantes protéagineuses, des bandes fleuries. L'objectif est de préserver ou de recréer des habitats pour la flore et la faune sauvage. Sur des surfaces cultivées de façon intensive, on utilise davantage de machines lourdes. Généralement, il s'agit de monoculture. Et on met aussi plus de pesticides et d'engrais. Pour les animaux sauvages, ce n'est pas franchement idyllique. Rien à voir avec les surfaces exploitées de façon extensive, selon un système à haute valeur naturelle. Cette agriculture-là laisse la place aux talus, fossés et bords de champs, où les plantes sauvages prospèrent. Ce sont autant de refuges pour les oiseaux, les rongeurs et les insectes qui y trouvent le gîte et le couvert. Pour Mario, c'est une évidence depuis longtemps. Nous n'utilisons pas le moindre tracteur. Les rares fois où on a recours à des machines, ce sont des instruments non invasifs, qui n'abîment pas les sols. Des plantes variées poussent ici, les unes à côté des autres. Là aussi pour favoriser la biodiversité et pour qu'elles se protègent mutuellement. Là on a un figuier, ici un pêcher. Par contre ça c'est un abricotier. Et là on a un plaque minier. Il est beau, hein? Avec ses tout petits abricots. Encore verts. L'olivier est une plante emblématique de la Méditerranée et aussi du Cilento. Il occupe une place importante dans notre culture, notamment culinaire, parce qu'on met de l'huile d'olive dans à peu près tout. 90% des familles ont leur propre oliveraie. Dans notre ferme aussi, l'huile d'olive est un produit phare. En Alsace, un viticulteur se bat lui aussi à sa façon pour la diversité biologique. Je suis Mathieu Deiss du domaine Marcel Deiss en Alsace. C'est un domaine qui a été fondé par mon arrière-grand-père et dont on a gardé le nom.
On travaille aujourd'hui 32 hectares avec une équipe de passionnés de 23 personnes. Et contrairement à ce que vous connaissez des vins d'Alsace, on a une particularité, on replante toutes nos parcelles mélangées avec les différents cépages. On essaie de remettre toute la biodiversité au sein même de notre production. Et tout ça dans l'optique de remettre le terroir au centre de l'expression des vins et la biodiversité au centre du projet agricole dans le but de résister au changement climatique. Je vois pas de fleurs pour l'instant. Oui. Si, là. Et voilà, là on en a une. On en a une. Tu vois? Ça, c'est la fleur, hein, on est d'accord. Et tu peux reconnaître le cépage, si c'est un Gewürztraminer, un Riesling, un Sylvaner. Alors, comme ça, c'est très difficile de voir des différences. Et tu dirais que c'est quoi alors comme cépage? Pour moi, ici, on est sur un pinot gris. Par contre, en général, on reconnaît plus facilement les cépages à la forme de la feuille. Alors, il faut trouver une autre. Là, tu vois, on a une feuille qui est très caractéristique des muscats. Voilà, là, les jeunes feuilles comme ça, avec beaucoup de duvet, c'est aussi assez caractéristique du Gewürz. Et voilà, et là, on voit une plante qui est beaucoup plus droite, qui se tient. Et ça, c'est vraiment les Riesling. En Alsace, normalement, on a l'habitude de voir une parcelle de Riesling, une parcelle de Gewürz, une parcelle de Sylvaner. Mais chez toi, tout est mélangé. Exactement. Ça, c'est vraiment le reflet de la tradition qui existait avant-guerre. Et c'est vrai que nos parcelles sont aujourd'hui assez différentes de la plupart des parcelles plantées, que ce soit en Alsace ou, j'ai envie de dire, un peu partout en France et en Europe. Comment réagit la profession? Elle s'est longtemps interrogée et on est longtemps, mon père surtout qui était en avant-garde là-dessus, on est passé pour des gens qui avaient des idées un peu farfelues. Et puis, je pense que le réchauffement climatique, les enjeux environnementaux, la question de la biodiversité fait que notre manière de concevoir et de comprendre la viticulture, elle est de mieux en mieux comprise. C'est vrai que sur les vins d'Alsace, on a l'habitude plutôt de voir le nom du cépage, Gewürz, Riesling, Pinot Gris, Pinot Noir. Comment tu l'appelles ton vin du coup? Moi, je l'appelle tout simplement du nom du lieu. Par exemple, des grands crus, hein. On a des grands crus Mangourd, Altenberg, Schönenbourg. Du coup, tu donnes le nom du sol, quoi. Donc ça, ta manière de faire, ça s'appelle la complantation. Complanter, planter avec. La complantation mise sur le mélange des cépages. Mathieu en cultive 13 différents, tous reconnus par l'appellation vin d'Alsace. L'avantage de cette cohabitation est que les gelées tardives, la sécheresse ou la chaleur n'affectent pas toutes les variétés de la même façon. Et les maladies et parasites ne se propagent pas aussi facilement dans les cultures mixtes que dans les monocultures. Tout cela réduit donc considérablement le risque de mauvaise récolte. Ah ouais, parce que c'est pas parce que tu mélanges les cépages que ça doit être... C'est que ça reste précis, la complantation. C'est-à-dire qu'il faut quand même pouvoir circuler après. Ouais, avec les machines? Oui, avec les tracteurs. Les vignes sont historiquement plantées sur des coteaux arides, parfois escarpés, où il ne pousse pas grand-chose d'autre. La terre est incroyablement sèche ici. On va prendre un Riesling qui a des belles racines là. On a rafraîchi légèrement, on a recoupé les racines parce que ça va pousser la vigne à refaire des racines lorsqu'on l'aura mis en terre. Et puis on lui a mis un petit peu de gousse de vache pour qu'elle ait quelques réserves pour démarrer. Et puis donc voilà, on va venir la mettre là au fond, là où la terre est un peu plus humide. Pour nous, le plus important, c'est que les vignes fassent très rapidement des racines qui descendent profondément. Pour les racines, c'est plus facile. Et si ça fonctionne tellement bien, la complantation, pourquoi est-ce qu'on l'a abandonnée? Alors, on l'a surtout abandonné à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand on a eu le début des engrais. Parce que la complantation, elle impose d'avoir une plante qui est un peu plus faible, qui produit moins. Et cette agriculture plus productive, avec plus de rendement, c'est elle qui finalement a imposé de faire de la monoculture, variété par variété, puisqu'on les plaçait dans des conditions qui ne sont pas très naturelles en termes de vigueur et de capacité à produire. Voilà. Donc toi, tu te rebelles contre le système finalement? Ah, je me rebelle contre ce système. J'essaie de prendre la partie qui était la partie non scientifique, mais que nos anciens avaient bien observée. Et la complantation, la biodiversité, eux, ils ne l'appelaient pas comme ça, mais la biodiversité, c'était pour eux vraiment un outil.
La biodiversité dans les vignes a beaucoup d'avantages. Les plantes ne se font pas concurrence, elles s'enrichissent mutuellement, et ce n'est pas tout. Ça sent tellement bon, c'est génial. Et ouais. Et puis La là, sauge. là, on a tout de suite toute la faune hein, avec les abeilles. Ouais, on voit tous les pollinisateurs. C'est ça. Ça fait du bien à la vigne, naturellement. Mhm. Mais les arbres comme ça que tu as plantés au milieu, c'est pas une concurrence par rapport aux vignes alentours? Non, non, c'est ça qui est le plus intéressant en fait, c'est que les vignes sont presque en symbiose avec les arbres. Lorsqu'elles se sentent menacées par des sécheresses ou des parasites, par exemple, les plantes peuvent échanger des informations, dans l'air ou le sol. Elles sécrètent des substances chimiques ou émettent des signaux physiques en guise d'avertissement. Elles peuvent aussi se partager l'eau. Cela fonctionne surtout grâce à un immense réseau mycorhizien. Les racines des différentes plantes sont reliées entre elles par des champignons. Ils livrent aux plantes de l'eau et des nutriments, comme de l'azote et du phosphore. Et en échange, les plantes les nourrissent, avec des composés carbonés issus de la photosynthèse, comme du sucre. Ce qu'on appelle l'agroforesterie, remettre des arbres, recréer des ambiances plus tempérées, protéger les sols du soleil pour que les températures soient plus faibles et que la vie du sol soit meilleure, c'est un moyen de remettre les vignes dans un environnement où elles sont vraiment à l'aise. Il n'y a pas qu'en Alsace que les arbres ont un rôle à tenir. C'est aussi le cas dans le Cilento. Les arbres sont indispensables dans les pâturages. Surtout l'été, quand après avoir brouté, les vaches vont se mettre à l'abri à l'ombre de leur feuillage. Ils sont essentiels, aussi bien pour les herbages que pour les animaux et pour les sols, parce qu'avec leurs racines, ils leur fournissent constamment de la substance organique. Autrement dit, ils assurent la bonne nutrition des terrains. Et quand les vaches ne sont pas sur les pâturages, elles mangent du foin et de la luzerne. La diversité biologique est fondamentale. Une plante sauvage est particulièrement importante pour Mario, le myrte. Il en a besoin pour son fromage. Ah, wow! Ça se transforme en mozzarella. Waouh, incroyable. Tu vois, la consistance est différente de celle de la mozzarella de bufflone classique que tout le monde connaît. Elle est plus élastique. Tout le lait avec lequel nous la faisons vient de notre ferme. Prends une boule dans tes mains. Regarde. Tu vas l'étirer comme moi pour qu'elle prenne une forme allongée. C'est ça avec les pouces. Traditionnellement, elle doit rappeler la forme d'une langue de vache. Ensuite, on la met dans l'eau. Une langue. Voilà. Quand l'eau sera un peu tiède, on transférera la mozzarella dans la saumure Ok. pour rehausser un peu le goût. Ok. Ensuite, on la placera entre des rameaux de myrte pour lui donner son parfum, son arôme, sa saveur caractéristique. Oh, wow. C'est une tradition très ancienne qui fait partie de notre identité. Quel est le rôle du myrte ici? Dans le temps, les gardiens de troupeaux fabriquaient la mozzarella sur la montagne. Et ensuite, il fallait la transporter dans la vallée. Or, à l'époque, on n'avait pas de sac en plastique ni en papier. Mais il poussait déjà du myrte partout. Alors, une fois que la mozzarella était prête, ils l'emballaient en quelque sorte dans le myrte pour aller la vendre. À l'origine, c'était donc un système de transport. Sauf qu'ils ont remarqué que ça sentait très bon. Qu'en plus de garantir la conservation, le myrte ajoutait un parfum, une saveur et un arôme particulier à la mozzarella. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Tu goûteras. Cette mozzarella est un vrai concentré de biodiversité. Du bon lait de la ferme et des plantes sauvages.
La biodiversité au service du goût. Ce qui vaut chez Mario, vaut aussi en Alsace. Dans le vignoble de Mathieu, le terroir apporte au vin son caractère. Et tout commence sous cette serre. Alors là, on a toutes les sortes alsaciennes et on a aussi des vieux cépages. Pour moi, ici, le plus important, c'est d'avoir le maximum de potentiel de diversité. Et c'est à ça qu'on s'emploie, en ayant le maximum de cépages différents, adaptés au lieu, quoi. Au Berlin. Au Berlin, voilà, ça c'est un des très vieux cépages alsaciens. C'est génial. Président Carnot, Riesling Rose. Oui, Wow. voilà, des Riesling roses. Louis, simplement Louis. Ce que j'ai vu jusqu'ici, c'était plutôt des viticulteurs qui faisaient des assemblages en cave. Mais ici, vous pensez finalement au goût dès la pépinière, c'est ça? Ouais, alors on cherche pas forcément la question du goût tout de suite, on cherche la question de la diversité dans le vignoble. Et ce qui est assez marrant, c'est que l'idée de l'assemblage, l'idée du travail en cave où on met les cépages ensemble, en fait, c'est ce que les gens ont fait lorsqu'ils ont arrêté de planter mélangé. Ils ont assemblé en cave pour essayer de reproduire ce qu'ils connaissaient auparavant, ce qui existait dans les vignes avant en termes de goût. Donc finalement, au moment des vendanges, tu mets tous les raisins ensemble dans le même pressoir? Exactement. Donc on va vendanger toute la parcelle, on va mettre tous les raisins dans le pressoir et on va faire un vin par lieu. Voilà. Et donc chaque lieu va raconter ça, va essayer de retranscrire ce qu'ils ont vécu ensemble. Et pour moi, le meilleure image, c'est la famille, quoi. Et puis tu vois, du coup, ici, c'est ce qu'on essaye de préparer pour la suite, préparer des plantes qui vont être capables de grandir ensemble. Et donc, on les regreffe nous-mêmes pour se réapproprier ce geste et pour remaîtriser l'ensemble et être sûr de la provenance des bois et de la qualité des bois et de l'origine génétique. Et mon père s'est passionné pour ça, donc on va aller jeter un coup d'œil, il va nous montrer. Ouais. Et puis j'en profite, on va prendre avec nous un plan qu'on a fait cette année. Ouais, exactement. Super. On va aller voir comment ça se passe. Bonjour Jean-Michel. Ouais, il fait plus frais ici. Voilà. Alors ça, c'est vos trésors. Voilà, donc le bois de porte-greffe et le cépage, donc le greffon. Alors qu'est-ce qu'on appelle un porte-greffe? Ça vient d'où exactement? Alors donc le porte-greffe vient des États-Unis, du continent américain, qui est un continent infecté d'un prédateur, un petit animal ailé qui a une forme souterraine et qui attaque les racines. Et donc peu à peu, ce vitis américain s'est adapté à ce phylloxéra et il est très résistant. Alors que le bois européen, lui, est très sensible. Au bout de 7 ans, 6 ans, il crève. Mais ça vient d'Alsace. Et ça vient d'Alsace. Voilà. Donc ici, nous avons, au domaine, nous produisons 17 porte-greffes différents. Ah oui. Et nous greffons 80 cépages différents. 80 cépages? Voilà. C'est énorme. C'est toute la famille historique des cépages utilisés en Alsace depuis la nuit des temps, qui existent dans un certain nombre de conservatoires que j'ai récupérés et qui sont greffés sous cette serre pour garder ce potentiel historique et retrouver une diversité qui avait disparu. Ça devait être un boulot colossal. Oui, c'est un boulot extraordinaire, mais la passion ne connaît aucune limite. Comment tu travailles avec le porte-greffe et le greffon? Alors, donc, j'ai fait une petite incision en gardant la structure du porte-greffe pour ne le blesser que très légèrement, superficiellement. Après, j'introduis le nouveau bourgeon du greffon et ensuite je vais le ligaturer avec une petite bande et ensuite on va le mettre dans des conditions de chaleur et de température élevée, 28 degrés, pendant 15 jours et la plante va produire une cicatrice. On voit très très bien et on devine le tissu que la plante a fabriqué pour cicatriser la plaie. Mais le résultat dans les vignes, tu vas le voir seulement le résultat, c'est 7 ans pour installer les racines dans le terroir. Et après, le début d'une vie adulte, on va dire 15 ans. Moi, je vois le résultat de son travail et j'espère qu'un jour, mes petits verront le résultat du mien. Donc là, c'est trop tôt pour voir les racines? Et j'en ai justement un qui a des super belles racines. Bougez pas, je vous le montre. Ouais. Ah, il y en a déjà à ce stade-là voilà. quand même. Lui, il est un petit peu plus avancé, donc il a commencé à préparer les racines. Donc on voit les racines qui sortent du pot. Et c'est ces racines-là qui vont aller explorer le sol, explorer le lieu, et qui vont être l'interface entre la plante et le terroir.
et qui vont ramener toute l'identité du lieu dans le vin, dans le verre à la fin. Dans le Cilento, Racine se dit Rareque, et c'est le nom qui a été donné au marché des producteurs locaux. Tout ça, ce sont mes produits. Fromage de chèvre, de brebis, de vache. D'accord. Et ce loup? C'est ma marque de fabrique. Mon animal préféré. Pour moi, ici, le loup est le prince de la biodiversité. Et là? On a des salades, des scaroles, de l'ail nouveau, des oignons de printemps, des artichauts, des nèfles, des œufs de poule et des œufs de pintade. Mario, tu as cofondé ce marché. Pourquoi? C'était un besoin profond. Pour nous, il était capital de pouvoir présenter nos produits, communiquer avec la population, montrer qu'il existe une autre façon de produire et que les traditions gagnent à être perpétuées plutôt que méprisées. Comment réagissent les gens d'ici? Ça les intéresse. Nous travaillons aussi avec les écoles, avec les enfants et avec le Biodistresto Cilento, une association d'agriculteurs au sein de laquelle je représente la jeune génération. C'est un organe très important pour la protection de l'agriculture biologique. Et toute cette biodiversité du Cilento nous offre une belle palette de goûts. Exactement. Si on se bat pour la biodiversité, c'est aussi pour préserver tout un éventail de saveurs. Garantiamo e ci garantiamo dei gusti unici, vari e particolari a tavola. Le moment que j'attendais impatiemment est arrivé. Tout ça, c'est toi qui le produis. Oui. Alors, là, on a des haricots verts et des pommes de terre. Ce sont tous des produits du jardin et de saison. On a toute la gamme, enfin une grande partie, ce qui te donne un aperçu du régime paysan, de ce fameux régime méditerranéen qui a tant été étudié. Ta mozzarella? Oui, enfin celle-là, c'est toi qui l'as faite. Waouh! La diversité dans l'assiette. On sent bien le myrte. Tu le sens? Ouais. Autrefois, ces produits étaient considérés comme les plats des pauvres, des plats dont se contentaient les gens qui n'avaient pas les moyens d'acheter de la viande. Paradoxalement, aujourd'hui, ce sont des produits de luxe. Parce que les produits cultivés de façon naturelle et durable, ça coûte cher. Il faut se battre pour un monde plus équitable, surtout du point de vue alimentaire, parce qu'il est primordial qu'on puisse tous manger à la même table. En Alsace, la diversité fait son chemin jusque dans les cuves. Et on est descendu sous la terre pour goûter le goût de ta terre, Mathieu. Parce que dans chaque cuve ici, derrière nous, c'est une parcelle de tes vignes. Exactement. Un terroir, une cuve, un vin. Ça, c'est un vin orange. On l'appelle aussi vin blanc de macération, parce que le jus macère avec les peaux. Une très ancienne méthode, ressortie de l'oubli. Là, t'as vraiment le raisin en entier, donc ouais, on le voit vraiment. Voilà. Ça influe sur la couleur du vin. C'est génial, ça a vraiment une couleur. C'est ni rosé ni blanc, c'est vraiment orange. Ouais, exactement. On n'a pas du tout de technologie qui a touché et on ne vient pas ajouter de choses ou retirer de choses. C'est un vrai parfum en fait. C'est ça. Ouais. Ok, la diversité qu'on voit. Maintenant, j'aimerais bien voir celle qu'on ne voit pas. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est comparer deux de tes blancs. Donc là, on en a un premier. Et puis, on va en prendre un deuxième, juste ici. Tu vas essayer de me dire quel est le terroir qui est en face de ce vin. Oh là, je sais pas si je vais y arriver. Ouais, je t'ai préparé ça, tu vas voir. Voilà. Ah ouais, c'est deux sols complètement différents. Chaque verre correspond à un de ces deux sols. Exactement, exactement.
les terroirs, c'est comme des personnes. Et plutôt que d'essayer de décrire l'arôme, la fleur, le goût, c'est plus simple d'essayer de décrire une personnalité. Ok. Alors, pour moi, il y a des vins qui sont lumineux et il y a des vins qui sont plus sombres. Il y a un côté réservé, effectivement. Comment dire, il y a C'est tout à fait ça. Un peu sérieux, comme ça. Un peu sérieux, très bien. Très bien. Ok, bah, je vais essayer de goûter l'autre. C'est radicalement différent. Effectivement, là, on sent la lumière, on sent vraiment le fruit qui domine. Voilà, il y en a un qui est plus rouge, peut-être que ça correspond au plus fougueux, je sais pas. Et oui, t'as trouvé, c'est le bon terroir. C'est le bon terroir, les calcaires, la lumière, c'est la fougue. Et le gris, le sérieux. Et les marnes, c'est des sols plus sérieux, plus sombres. Quand tu me parles de ton sol et de ton vin, tu te réfères à une longue tradition. Comment est-ce que tu abordes les années qui viennent, les décennies qui viennent avec le contexte de changement climatique? Le plus gros enjeu, ça va être de retrouver de la stabilité. Et toute la démarche du domaine autour de la biodiversité, c'est vraiment cette quête de stabilité. En fait, on perd notre capacité à être capable d'intervenir à tout bout de champ pour corriger les choses. Voilà, donc on est beaucoup plus obligé de réfléchir au système lui-même pour qu'il soit capable de résister aux contraintes qui sont devant nous, quoi. Vive la diversité. C'est ça, vive la diversité. Je suis maintenant parfaitement convaincu que sur le long terme, la biodiversité est de toute façon un atout pour l'agriculture. Elle est le gage d'une bonne alimentation et de repas plus variés. Et elle aide les agricultrices et les agriculteurs à lutter contre le dérèglement climatique, contre les ravageurs et contre les maladies. Ce n'est pas rien. L'agriculture ne doit donc pas aller à l'encontre de la diversité biologique, bien au contraire. C'est pour ça que Mario accepte courageusement la présence des loups et produit sa mozzarella aux myrtes. Et que Mathieu essaie de faire changer les mentalités dans le milieu viticole alsacien. La biodiversité est synonyme de saveur et de résilience. Mais pour qu'elle puisse exister, il faut des sols en bonne santé. Protéger le climat et l'environnement, ça commence à l'intérieur de la Terre.